Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Maintenant, nous allons parler d'un sujet que n'est pas souvent abordé dans la radio avec télévision en Haïti. Moi, je dis souvent, je ne dis jamais. Et alors, prétexte là, c'est disparition, un mauvais prétexte quand même. Disparition des pièces, de ces deux pièces à la citadelle Henri. Alors, maintenant, nous faut que ça me campe sous citadelle Henri dans un instant. Nous connaissons que question était devant la justice, il y a plusieurs suspects que la justice décide de quimber pour faciliter l'avancement de l'enquête. Le monde qui est avec nous là matin, c'est un architecte, un monde qui a une spécialité dans les affaires protection patrimoine et conservation monuments historiques. C'est un chercheur consultant, c'est un professeur d'histoire de l'architecture, c'est un monde qui a plusieurs cordes à son arc. Je veux parler de Patrick Delatour, qui également c'est un ancien dirigeant hispan, ancien ministre du tourisme. C'est Mounsa qui est avec nous là, qui parle parler nous de patrimoine, qui parle parler de citadelle. Un pile dossier que nous allons aborder ensemble avec lui dans la rubrique ça. Nous avons tout invité jeunes, prends papier pour noter. Parce que moi-même, tout mon petit papier là pour me noter, parce que je ne vais pas le prendre bête. Bonjour, monsieur Delatour, c'est un grand plaisir pour Métropole accueillir matin à travers rubrique Le Point. Nous sommes vraiment contents pour ça. Messieurs et dames de la société, bonjour. D'abord, leur apprendre des ordres ça fait dans la citadelle pour travail ou fait parce que je crois que ou même Daniel Eli et tant d'autres n'a pas sur ça tout à l'heure nous contribuer dans la création hispan, dans la restauration citadelle la Ferrière. L'autre des pièces qui a disparu. Ça te fait un choc sur nous? D'abord, ça a été un choc, mais c'est pas comme qui dirait que son choc est en dehors d'un cadre. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis les 2 ou 3 dernières années, le parc national historique a été agressé. Et a été agressé physiquement. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont rentrés et qui ont agressé le musée citadelle là. Okay? Et 2 jours, 3 jours après, on va incendier la chapelle de Milo. 2 ou 3 jours après, on va incendier des maisons dans le parc national historique ainsi que des centres religieux. Donc, son bagage qui était annoncé alors. Son bagage qui impliquait un certain désordre dans le parc national historique là, qui est lié à une notion d'absence d'une politique publique de gestion du patrimoine et de gestion du parc national historique là. Ok. Maintenant, il y aura attiré attention, parce que m'a souvent répété, citadelle la Ferrière. Moi, je dis que suspendre Citadelle la Ferrière, c'est comme si c'est un gros péché. L'autre a étudié catéchisme, il y a un péché vénial, un péché mortel. Donc, je dis pas dit ça encore, c'est Citadelle Henri pour me dire. Ou une explication à ça? L'explication que je me sur ça, c'est le fait que Patrick Villers, comme artiste, a toujours dit nous sommes un pays qui prend le plaisir d'effacer la mémoire et d'effacer notre mémoire. Et je prends ce cas bien précis. Et le département de la Tibonite ne portait pas ce nom. C'est Toussaint Louverture qui était créé. Il était créé le département Toussaint Louverture. Et l'empereur Jean-Jacques Dessalines construit la capitale de l'Empire dans une zone sur une ancienne plantation marchande. Il a appelé sa ville Dessalines. Et Dessalines a été protégé par 6 forts, parmi lesquels le dernier fort s'appelle la fin du monde. Et donc, mettant dans la maçonnerie le seul programme que tous les Haïtiens se sont mis d'accord dessus, c'est-à-dire vivre libre ou mourir.
Maintenant, et Christophe, en tant que Bâtisseur. il était d'abord général responsable du département du Nord, où reçoit l'ordre de construire une fortification et des fortifications sur les montagnes les plus élevées, et il va commencer à construire un fort sur le pic des Ferrières. Et maintenant, quand lui, il devient roi et que maintenant le dossier prend une plus grande importance pour arriver à une citadelle concentrée qui s'appelle la citadelle Henri, il l'a appelée citadelle Henri. Et la citadelle Henri est restée citadelle Henri jusqu'à la chute du gouvernement de Christophe, et où sous le gouvernement de Boyer, on introduit la notion de citadelle La Ferrière. D'ailleurs, les premières descriptions de citadelle et premières descriptions du palais sans souci par les hommes de l'Ouest et les hommes du Sud, et ça a été fait par M. Hérard Dumel, et qui était un député et qui va devenir historien. Il a été l'un des premiers historiens. Et c'est lui qui a introduit la notion de la citadelle La Ferrière. Mais historiquement, c'est la citadelle Henri. On dit Lionel Pressois, merci, qui dit pas oublier pour me faire pour tes précisions ça pour le public. Oh, donc, bah, Lionel Pressois, c'est merci. Un compagnon de parcours. Très bien. Maintenant, on allait dans ce qui passé fin mai, nouvelle a circulé, il a bombardé nous là avec, il a attiré attention nous sur un désordre qui fait dans la citadelle, il volé ou bien disparaître des pièces de canon. Pour nous bien aider Mounio, on entend nous sur qui ça est. Il parlait de, il dit que c'est coulevrine, il dit que c'est pièce canon, il dit que c'est Perrier. Qui ça pour nous dire qui est vraiment correct pour tout le monde qui a suivi nous connaît le terme qui convient. Premier bagage, tous les trois mots sont corrects. Ce sont des canons. OK. Maintenant, des canons ont certaines dimensions de certains formats qui relient en général Perrier ou coulevrine. Perrier s'écrit P-E-2-R-I-E-R. Comme l'eau Perrier. Comme l'eau Perrier. Et maintenant, il y a une spécificité de ces canons, c'est que ils sont relativement légers, mettez en comparaison avec le reste canon qu'on a dans la citadelle là. Et l'ISPAN a beaucoup travaillé sur les recherches sur la fortification et surtout sur l'armement. Par exemple, nous avons un livre guide qui s'appelle La Citadelle, la grande batterie des Caraïbes, où il est clairement défini que nous avons fait l'inventaire de 165 canons à la citadelle. De ces 165 canons, il y a des mortiers, il y a des canons navals, il y a des canons de terre et il y a des canons, si vous voulez, de ce qu'on appelle des canons de campagne. Alors, si possible, avant l'émission finie, on va permettre aux auditeurs de ça n'a pas l'air. De quoi il s'agit exactement. Donc, tu as 165 canons. 165 canons. Oui. Dans la citadelle. Mais ça, tu lourd, même, parce que le directeur ISPAN a parlé avec nous semaine ça. Il dit ça qui disparaît là-haut, c'est des bagages, 2 personnes capotés. 2 personnes capotés, définitif. Bon, mais on commence à montrer nous. Régie a commencé à montrer nous. C'est ça au point. C'est exactement ça. Mais moi, c'est 2 bouts de fer qui paraissent là. Alors, c'est 2 bouts de fer qui gagnent autant d'importance, autant de valeur. Il y a une importance sur différents niveaux. D'abord, du point de vue historique. De côté où sorti et comment y arriver là. Si vous arrivez là, c'est parce que nous autres, les Haïtiens, nous battons la France, et nous battons l'Angleterre, et nous battons l'Espagne, nous récupérons les amiens. Ça, c'est le premier aspect de question. Deuxième aspect de question, c'est qualité d'armement. Ce sont des canons en bronze, donc qui ont une valeur économique certaine, non seulement en fonction de l'histoire et canon, mais en fonction de fabrication canon, de côté que il était fourni. Okay? Et maintenant, de qui période et qui époque dans l'évolution de l'armement que l'Ibral jouer. Moi, je ne pas paraître un bagage qui est gros en pile. Donc ça a été fait des gars dans l'époque. Il a été servi pour défense personnelle, par exemple, dans le bateau.
côté que le capitaine n'a même lié, donc c'est là que qu'on mettait, parce que justement, il est capable de contre-attaquer ou bien défendre contre une attaque individuelle et personnelle sur lui. Mais ce n'est pas ça réellement le point. Le point fondamental, ce sont aussi des canons symboles. Des canons symboles de l'autorité de l'Empire d'alors, du commandant. Par exemple, à la citadelle, nous avons trois périers, donc il y a 2 parties, mais nous gagnons tous des obusiers, et gagnons un obusier qui est assez intéressant pour nous, qui est relativement unique, en parenthèse, pièce très unique tout. Et il est unique parce que gagnons un obusier qui gagne inscription N de Napoléon. Dans l'époque là, Napoléon était déjà... Napoléon était déjà consul général qui donne l'ordre à son beau-frère de venir à Saint-Domingue avec une armée de 30 000 hommes, or qu'il donne à son beau-frère un canon bien précis avec son inscription dessus. Ce sont des symboles d'autorité. Ce n'est pas obligatoirement la capacité de défense de Zamnan qui jouait. OK. Donc, N veut dire Napoléon. Napoléon. OK. Maintenant, vous dites que c'est 3 gains, 2 qui disparaissent. Donc, c'est 2 ça qu'on a parlé à? C'est 2 ça qu'on a parlé à. Donc, ça doit arrêter une seulement. Si 2 ça n'a pas été parti qui était payé. Nous espérons qu'il n'y a pas parti qui était payé, puisque les réactions de l'ISPAN se sont faites dans les limites de la loi. La loi de la protection du patrimoine naturel dit, en cas d'agression ou de vol sur un objet, l'autorité de l'État fait appel à la structure de justice de l'État. C'est-à-dire, les responsables de l'ISPAN Nord ont fait appel au juge de paix pour faire le constat, ont fait appel au commissaire de police pour maintenant commencer l'enquête. Et à partir de l'enquête déjà commencée, la justice haïtienne a arrêté 12 employés de l'ISPAN et supposément d'autres personnes qui ne sont pas attachées à l'ISPAN. Pourquoi les 12 personnes de l'ISPAN? C'est parce que l'ISPAN a un contingent qui vive dans la citadelle. Et ça, c'est depuis 1972, qui est occupé d'entretien, qui est occupé de nettoyage, qui est occupé de petites interventions de maçonnerie, qui est occupé de types de situations côté que, par exemple, sur la batterie du roi, nous avons une toiture en charpente avec des tuiles en terre cuite. Maintenant, si on va passer une tuile locale, cette équipe d'entretien a la capacité d'intervenir. Maintenant, le musée où se trouvaient ces 2 coulevrines a une porte clétée. Et seulement 2 personnes dans l'équipe d'entretien et de surveillance ont accès à cette clé. Or, il n'y a pas eu d'infraction et il n'y a pas eu de preuve d'infraction. Donc c'est ça où il est un vrai vol domestique. Donc ça aurait pu être un vol domestique. On peut conclure que c'est un vol domestique. Maintenant, il y a une lignée donc, de suspects immédiats, à commencer par ces 2 qui possèdent la clé. L'équipe de gardiennage qui s'occupe de la citadelle et qui vit à la citadelle et donc qui serait présent au moment où cette infraction se fait. L'équipe d'entretien et compagnie, parce que de toute façon, pour que 2 ou 3 personnes entrent dans la citadelle là, prennent canon, descendent avec eux, mettez eux sous aux motocyclettes pour descendre Milo, ensuite pour aller au Cap avec nous, mais quand on va avec lui, il va falloir qu'il y ait une certaine complicité. Oui. Donc pour maintenant établir la ligne des responsables directs de la question, ces messieurs ont été en garde à vue et on est en train de les questionner. Donc pour le président Cordero, je n'ai pas d'autres informations sur cette enquête. OK. Monsieur Delatour, à côté de valeurs symboliques qui, d'abord, important pour les Haïtiens, pour Montancouyo,
nous supposons que bronze là gagne une valeur matérielle tout. Nous supposons tout que tu as des preneurs en Haïti pour ça. Et la réponse, c'est que, bon, je ne vais pas mettre seulement en Haïti. Et la notion de collectionneur de pièces qui appartenait à un marché international, d'ailleurs qui est un dossier que tous les pays du monde sont en train de traiter avec l'UNESCO, comment essayer de minimiser ou de réduire le plus que possible le danger de ces interventions. Okay? Et cela peut s'expliquer qu'à un certain moment donné, des collectionneurs soient intéressés. D'ailleurs, c'est le danger même d'exposer ce matériel. Mais c'est une obligation de l'État de les exposer puisque on ne peut pas faire l'économie de la pédagogie, de la connaissance historique. Donc collectionneur, ça, il n'est pas seulement, il n'est pas obligé en Haïti. Il n'est pas obligé en Haïti, il doit à l'étranger. Mais il n'est pas obligé à l'étranger non plus, il doit en Haïti. Ok. Mais mettons de côté aspect collectionneur. C'est pour bagage qu'on a vendre. À son bagage sur lequel il y a un marché international sur lui qui est important. Et il se pourrait que les gens qui prennent le vendre, les gens qui prennent l'acheter, le prennent le serrer, et parce que ce n'est pas dans le but d'exposer que le volet, il volent pour sa valeur intrinsèque qu'il y a. Donc ça veut dire que les gens captent pour le porter le bali tout. Les gens qui supposément dans ligne de commandement, les gens qui commandaient action, et ils ont même raconté que gagné si monsieur motocyclette, ils ont touché $500 pour être capable de porter. Donc, bon, son enquête qui est déjà avancée. Son enquête qui est déjà avancée, mais moi-même, je ne suis pas capable d'aventurer à parler de certains bagages que je ne connais pas, et même de certains bagages que je ne suis pas capable de connaître parce que je beaucoup confirmé. Et c'est là que nous y sommes. Par exemple, le directeur général de l'ISPAN est supposé monter le plus rapidement possible, peut-être au plus tôt lundi, parce qu'il y a une question de pas de place là, avion et compagnie, et pour aussi participer dans le processus d'enquête-là et maintenant continuer. Parce que le but de l'exercice, c'est qu'il faut que nous soyons capables de joindre les gens qui posent acte là, mais le but final de l'exercice, c'est qu'il faut nous essayer le plus que possible de récupérer les pièces. Oui, parce que ce n'est pas fond ça pour vendre. Parce qu'on connaît que les ferrailleries très recherchées à un moment donné en Haïti, par contre, ça continue toujours. Bon, il y a un autre aspect de question. Par exemple, la collection de canons de bronze que nous avons dans la citadelle, en pile dans le canon, ça a perdu hier. Ça moi-même, hier, parce que je ne sais pas non technique. C'est-à-dire les éléments qui te permettent de soulever le canon pour être capable de déplacer. Ils ont coupé. Ce sont des canons en bronze. Ils ont coupé morceaux, ça en pile le monde parlait que cette agression a eu lieu au moment de l'occupation américaine, et je ne sais pas, mais il est évident qu'un canon de 4 tonnes, 2 tonnes à 4 tonnes, c'est pas facile pour lever pour aller avec. Parce que 2 petits canons ça qu'on a parlé, il y a à peu près entre 200 et 300 livres, et à peu près 1,20 m de long. 2 personnes facilement capables de porter et 3 personnes capables aisément de descendre avec lui. On m'a dit que c'est vraiment curieux pour voir qui gens, il y a des gens qui accordent autant d'intérêt, autant d'importance à des pièces de baconné à canon. Alors que dans la perception générale, on a l'impression que le citoyen lambda, il a bien son bout de fait. Donc, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui encore, il y a des gens qui parient pour goumer, pour sauvegarder le patrimoine? Bon, réponse dans des dates bien précises. Premier, une série de lois bien précises que l'État haïtien prend même pour protéger le patrimoine. Okay? Une loi de 1929 sur le domaine. La différence entre le domaine privé et le domaine public. Une loi en 1940 qui vit mise, donc la loi de Vincent, pour la protection du patrimoine. En 1979, on a créé l'ISPAN, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national,
1984, il a créé INACA et puis il vient mettre ISPAN en bas INACA. 1986, le CNG a sorti l'ISPAN de la supervision directe du Palais national et mettait sous Éducation nationale. De l'Éducation nationale est rentré sous le ministère de la Culture. Donc, il y a toujours eu une attitude de l'État haïtien allant vers la protection. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un pays extrêmement pauvre. Et dans un pays extrêmement pauvre, même les riches sont pauvres. Et, par rapport à... Et il a toujours été par rapport à... Moi, son produit de Howard University, de Columbia University, donc c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui formatent. Si je parle aux États-Unis, je dis Bill Gates et gagne l'argent en Haïti, bon, dans le minimum, je ne suis pas saisi. C'est-à-dire que on a parlé de volume de l'argent que nous gagnons dans le monde. Même la classe qui se dit classe riche en Haïti est fondamentalement pauvre. Mais ce n'est pas le point de l'exercice. Ouais. Donc tout est relatif. Tout est relatif. Yeah. Le point de l'exercice, c'est que à travers le monde, il y a deux manières d'adresser le problème de protection du patrimoine. Il y a, nous appartenons au narratif français. La France part du principe que l'État doit gérer les biens de l'État comme un père de famille. Et c'est la raison pour laquelle la France vient avec des institutions bien précises. Les musées sont des musées d'État, et le service de conservation est un service de conservation d'État, les monuments, les architectes de monuments sont rémunérés par l'État, et compagnie. Mais si Haïti décide de suivre ce chemin, il faut admettre le principe que si Haïti doit gérer son patrimoine comme un père de famille, qu'est-ce qu'on fait du père de famille qui n'a pas les moyens de sa politique? Deuxième manière d'adresser le problème, c'est la manière que les États-Unis et l'Angleterre adressent. C'est-à-dire une capacité du secteur privé de devenir partenaire dans la gestion du patrimoine. Aux États-Unis, deux aspects en question qu'on n'a pas gagné. Premier aspect de question, c'est que il y a toute une batterie de taxes que l'on a payées. Et plus on gagne corps, plus on paye taxes. Et tout le monde paye taxes. Maintenant, l'État vient avec une attitude côté que il vient avec des incitations pour dire si on est là, on prend l'argent, au lieu de payer taxes avec, ou investir dans une fonction publique, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, il y a permettre que qu'on est là ou diminuer sous taxes qu'on paye. Son incitation. Ainsi, donc, le plus grand musée du monde, c'est le musée c'est la Smithsonian. La Smithsonian Institute sont une activité privée qui reçoit subvention de l'État, mais qui fondamentalement est payé et recevoir un pactole émanant du secteur privé. Donc, un bagage qui est rentable. Un bagage qui est rentable. Avec, et ce qui est intéressant, et c'est ça point important, il faut que nous arrivions à faire du patrimoine noir un producteur de richesse. Okay. Je prends un exemple très simple et puis on a fait un dossier. À moins de 28 km de la citadelle se trouve une plage d'à peu près 3 km qui s'appelle l'Abadzi, qui reçoit en moyenne 700 000 visiteurs par an à $10 par tête de bétail. Cela te fait $7 millions. La citadelle, le palais sans souci et ramier, chita sous un parc national déclaré parc national et déclaré patrimoine mondial, qui gagne 27 km² là-dedans, 3 monuments sérieux, une réserve biosphérique intéressante, une réserve anatomique intéressante, une réserve de oiseaux et compagnie, 7 ou 8 rivières, une capacité agricole intéressante, ne rapporte pas un centime à l'État. Au contraire. Donc, c'est mauvaise exploitation, mauvaise gestion de patrimoine, ça sont tous sans fond. Et depuis le commencement, il y a des discussions et des études qui sont faites. Il y a à peu près 5 études qui sont faites sur proposition de gestion. Maintenant, à un certain moment donné, il va falloir que l'État lui-même ramasse toute étude ça et
sanctionner un étudiant ou combinaison d'étudiants et définir une politique de gestion du parc national historique, non seulement dans le but de protéger monuments et de protéger patrimoine naturel et patrimoine historique là, mais aussi dans le but de générer de la richesse et de permettre à ces monuments de générer suffisamment de ressources pour que eux-mêmes soient capables et payer entretien, payer sécurité. Quand ça fait de l'autre côté. Quand ça fait de l'autre côté. Monsieur Delatour, il dit, alors on dit, mais est-ce qu'on a une thèse contraire, que pièce ça, qui est dans la citadelle, c'est unique, il n'y a pas aucun autre côté encore dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Dans l'inventaire que nous avons fait, il y a certaines pièces qui sont considérées fondamentalement uniques. Par exemple, il y a un Perrier qui a parlé de lui là, et il n'y en a que 2 qui existent dans le monde. L'autre là est à Turin. OK. Le fait même qu'on n'a pas gagné suffisamment de pièces à dehors, bah on valeur. Deuxième aspect de question, c'est le seul côté au monde où il y a 165 canons émanant de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne, incluant Malte, concentrés dans un seul côté. Pour qui ça? Parce que les pays d'Europe qui produisent, à un certain moment donné, puisque il y a une guerre continue en Europe, ils refont le canon pour faire d'autres canons. Ils refont le bon Dieu pour faire d'autres canons. Pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas refondre. Pas nous-mêmes. Nous conserver. Ils concentrés là. OK. Ensuite, témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire. Par exemple, là, nous disons un canon anglais. Côté canon anglais, ça a ressorti. Canon anglais, ça a ressorti de 1795 à 1798. Et l'Angleterre est occupée une partie du territoire national et maintenant fortifié Mont-Saint-Nicolas, fortifié la Tibonite là, bâti des forts tels que le fort Douai, que Dessalines à un certain moment donné pour récupérer Canon ça au moment que l'Angleterre signe avec tous ces ouvertures. Christophe va le ramasser quand on s'arrive à un certain moment donné. Il y a une lettre, côté que Christophe écrit à Martial Besse, qui était le général de division responsable du département de Marchand, côté que il dit, dès que après la mort de Dessalines, il dit, s'il vous plaît, récupérez et ramenez au Cap Haïtien la famille de l'empereur, le trésor de l'Empire et l'artillerie des forts de Marchand Dessalines. Voilà. Donc, OK. Madame, mais je vais me poser une question. Supposons que pas gagné encore qui existait à travers le monde. Est-ce que Haïti a une capacité pour récupérer pièces dans quel que soit côté dans le monde qui a atterri? Et la question, la réponse c'est oui, mais extrêmement difficile. Et je vais servir de question pour certains précédents bien précis. Durant toute la période coloniale, les nations telles que la France, l'Angleterre, la Belgique, le Portugal appartenaient en Afrique. L'Afrique était structurée. Il y avait des royautés en Afrique. Et il y a des symboles de la civilisation africaine. Ces symboles ont été volés par les colonisateurs. Les obélisques d'Égypte se retrouvent à Paris ou à Washington, et ainsi de suite. Donc les tout entrent dans le patrimoine pays ça. Ils entrent dans le patrimoine pays ça. Si tu vas dans le Louvre ou bien tu vas dans un musée d'Angleterre sur une période bien précise coloniale, on va rejoindre les masses de Dahomey, on va rejoindre des éléments symboliques en or. Maintenant, les pays africains qui ont pris leur indépendance ont commencé une discussion avec ces pays colonisateurs pour leur dire qu'il va falloir retourner ces pièces d'un pays d'origine. Ça n'a pas fait. C'est une discussion fondamentale. Parce que quand ça fait me poser la question, tenez-vous bien. C'est pas sur le monde qui dit ça que pièces sont allées déjà, pièces sont embarquées dans le bateau déjà. Bien droit. Mais ceci reste à confirmer. OK. Maintenant, si c'est des particuliers qui achetaient ou bien qui volaient, est-ce que la plus facile pour l'État haïtien de rentrer en possession?
c'est la raison pour laquelle une première action posée par l'ISPAN, c'est de faire l'inventaire donc des pièces qui ont disparu et faire description et présenter à deux autorités bien précises, c'est-à-dire l'Interpol, pour leur faire savoir que gagné, bah, ça perdu, donc mettez antenne nous dehors pour nous capables de suivre, ok? Et l'UNESCO, qui gagne une commission de patrimoine mondial, parce qu'il ne faut pas oublier que les monuments sont classés patrimoine mondial. Est-ce que maintenant l'UNESCO est capable d'aider nous récupérer? Les recherches, ils peuvent nous aider à faire les recherches. Et avec l'Interpol et avec d'autres structures. Imaginez, deux bagages, alors imaginez, ça aussi déjà quelque part, oui. bien protégé, bien gardé à l'étranger, ou bien exposé quelque part. Et si, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on est là, dans des musées importants, pour nous dépêcher vos délégations à espionner pour nous? Est-ce que... Moi, je pense qu'il faut quitter enquête la fête. Enquête là, lui-même, pour râler enquête et Interpol là, et puis n'a suivre. Mais en parenthèse, ce n'est pas la première fois que tu perds des éléments de documents historiques. L'une des grandes questions, où se trouve la copie originale de la déclaration d'indépendance? Je dis que il y a quelqu'un qui est en Angleterre, il y a un qui côté ça encore aux États-Unis. On connaît qu'il y a des copies en Angleterre, puisque automatiquement, quand il a été publié, et vous voyez à travers les gazettes les informations et en Angleterre et aux États-Unis. Donc, nous n'avons pas d'original. Et je ne suis pas sûr certain qu'on ait un original là. Ça, c'est le premier aspect de la question. Bon, nous tellement aimé bouler tout. Ça, c'est le premier aspect de la question. Mais le deuxième aspect de la question, c'est que, indépendamment de l'acte d'indépendance qui lui-même a sorti le 1er janvier, la première proclamation d'indépendance de cette île indépendante, c'est à partir de Mont-Saint-Nicolas, 29 novembre 1803, lorsque les trois généraux, anciens généraux de Toussaint d'ailleurs, Toussaint et Dessalines, Clairvaux et Christophe, campaient sous Fort-la-Bouc et a gardé la flotte française qui rend tête à la flotte anglaise. Et à partir de là, la preuve étant faite que le drapeau français descend, nèg yo fait publication. Où se trouve cette publication? En tant que chercheur, on l'a dit ça, même si ce n'est pas pour conto. C'est pour répondre à l'autre aspect de la question que tu as posée. Comment se fait-il qu'il y ait une série de monde qui est tellement intéressé? C'est une passion. Moi, je pratiquement dit que c'est un sacerdoce. Premier monde qui travaille sur la citadelle, la période PAM, qui va l'introduire dans la citadelle, c'est Albert Mangonèse. Qui, avec Frédéric Mangonèse, fait l'inventaire de 1972 de Citadelle. Moi-même, avec l'architecte Yvan Pinchina, nous fait inventaire et relevé du palais sans souci, qui allait déboucher sur les études proposées de restauration et qui pourrait déboucher sur le projet de 1978. Mais nous sommes restés constants dans la quête d'information. Pour qui ça? Nous formater en tant que professionnels, les gens qui disent, pour prendre certaines décisions sur un monument historique, il faut qu'on gagne la preuve que l'intervention qu'on va faire est cohérent avec ce que le monument a taillé. Même s'il dit autour que soit fait en moderne, il faut faire un gens pour que soient capables de lire que mon intervention temporelle qui était faite à un certain moment et mon autre intervention qui est faite. Bon exemple de qui ça qu'on a parlé. 28 immeubles indépendants forment la ville de Sans Souci. Dans l'imaginaire haïtien, on a parlé de Sans Souci, tout le monde a parlé du palais du roi, qui est le palais Sans Souci. Dans n'importe quel pays du monde, surtout si c'est aux États-Unis, où il y a une concentration de 28 immeubles indépendants, on a fait ça donner un campus universitaire. Oui? Mais pour faire donner un campus universitaire, il faut reconstruire l'immeuble. À partir du même modèle alors. À partir du même modèle et à partir des recherches que nous faisons pour définir le parti d'intervention. Nous avons un problème, par exemple, de mise hors d'eau, c'est-à-dire que il y a des immeubles qui construisent, murs par couverture,
et l'appui a tombé en permanence, l'a pas attaqué fondation, il a attaqué sol là, il a attaqué mur, quelque part, sous pas reconstruit ou bien sous pas recouvrir de manière quelconque, ou condamné, immeuble à tomber. Mais maintenant, il y a deux solutions. Par exemple, dans la citadelle là, nous proposons une série de solutions de mise en dos qui est assez intéressante. Côté que nous avons gagné des informations précises qui font nous connaître que, par exemple, Galerie du Roi, tu recouvert de une charpente qui te gagné une couverture d'ardoise, nous refaisons. Mais il y a des côtés que, par exemple, c'est des chapes de béton qu'on fait. Il y a des côtés, et sur les entrées d'eau de différentes batteries, que nous venons avec d'autres solutions d'étanchéité. Donc, l'Europe, dit nous là, il y a possibilité de une restauration qui va permettre que nous vivions normalement dans la citadelle de la Jodi là. Citadelle de la Jodi là, même dit nous il y a 12 personnes qui dorment dans la citadelle là. Et lorsque comme Daniel Eli était ministre de la Culture, il fait une conférence internationale à la citadelle, si je ne me pas trompé, il y a au moins 100 personnes qui étaient dormis en haut. Dormir, manger, boire, faire conférence, discuter et compagnie. Et qui ça empêché ça continuer, comme si rendre habitable jusqu'à aujourd'hui, et même faire commerce avec elle? Ça aurait pu, mais encore c'est une décision d'un politique bien précise. On a tourné sur ça tout à l'heure. C'est tellement intéressant, même pour ça, je m'oublie. On peut tourner tout de suite après, parce que tellement de points que je vais aborder avec vous. Et pas oublier tout qu'il y a un auditeur qui était, monsieur Dedi, il y a des questions pour me poser. On fait ça, je vais tourner tout de suite après. Encore une fois, nous sommes très contents qu'il y ait une possibilité de poser des questions sur patrimoine, sur monuments historiques, monuments et pièces historiques qui est en Haïti. Prétexte, c'est disparition des coulevrines fin mai dernier. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'architecte Patrick Delatour, spécialisé dans la protection du patrimoine et conservation des monuments historiques. C'est un ancien ministre également. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, l'architecte Patrick Delatour, ancien ministre du Tourisme. On a parlé de ça qui passé dans Citadelle Henri. En fait, pendant la pause, nous avons réfléchi sur la possibilité, bien que nous déposions des questions, sur la possibilité de récupération de ces pièces. Et je n'ai senti qu'il y a un optimisme là, parce que quand même, vous avez dit tout à l'heure, ça qu'on fait déjà. Il y a des bagages qui qu'on volait déjà. Ou bien pas qu'on... La citadelle ne peut jamais perdre rien. Seul acte même d'agression sur la citadelle que je suis capable, que je connais, il y a deux là-dedans. Premièrement, nous avons monté toute une batterie de panneaux solaires pour la citadelle indépendance et énergétique. À un certain moment donné, il y a une équipe de monde volé qui sortit dans la zone Hinch, plateau central, qui est venu prendre là-dedans. Nous avons fait suivi, la police a joint Mounio, ils ont attaqué Mounio, ils ont récupéré panneau. Donc, l'Europe dit que, excusez-moi, m'interrompre, l'Europe dit moins que Citadelle a éclairé, électrifié normalement. Il était électrifié correctement. Il était électrifié. Correctement. À partir du moment que le vol s'est fait, il cassé et structure, on n'a pas encore corrigé. Nous gagnons des, comment on dit ça, Delco. Mais le coût de prestation d'Elco est très difficile. Donc, la capacité de remettre sur pied Citadelle là pour que lui-même l'éclairer, c'est un bagage qui est possible. Côté monocap eux-mêmes. Qui citoyen capoyo, côté yo, bon, ou bien pas qu'on est Milo, il pas capable approprier de concerts, il faire des partenariats public-privé pour permettre que
Citadelle là, en tant que patrimoine, li rentable au privé et à l'État? Regarde. L'essence même de survie économique de la Citadelle, Parc national historique là en général, dépend de mariage, tourisme, culture. Et c'est même pas nous-mêmes qui disons. En 1971, l'OEA, Organisation des États américains, fait une étude économique générale sur toute la Caraïbe et dit, quels que soient les systèmes politiques, quelles que soient les options économiques, la Caraïbe n'a de futur qu'à travers le tourisme. Et ce n'est pas une coïncidence que là, aujourd'hui, Cuba a au moins 60 000 chambres d'hôtel. La République dominicaine a à peu près 110 à 120 000 chambres d'hôtel. La Jamaïque a au moins 40 000 chambres d'hôtel. Nous-mêmes, nous avons à peu près 4 000 chambres d'hôtel, si nous sommes capables de faire tout ça. Mais depuis dans le rapport de l'OEA, il a été dit, le produit touristique haïtien repose sur sa culture, sur son histoire, qui est unique, sur ses monuments historiques. Et c'est à partir de là que toute mouvance actuelle de restauration des monuments vient. Je dis, mais en réalité, Parc national historique là, nous à peu près 28 km, 25 et 28 km, dont un aéroport international. Puisque le Cap a un aéroport international qui recevoir des visiteurs des États-Unis et d'autres pays. Nous à peu près 28 à 30 km de l'Abadie, qui recevoir 700 000 visiteurs par an. Nous à peu près à moins de 1 heure de temps de la frontière avec la République dominicaine, qui a un réservoir d'hôtels et de chambres d'hôtel dans le nord seulement, qui a à peu près 50 000 monde, 50 000 chambres d'hôtel. Donc si nous avons réussi, fait que moun sa yo, même 10% là-dedans ont venu visiter Citadelle, ou tu as gagné une capacité financière extraordinaire. Professeur, dans une perspective d'un pays resécurisé, par exemple, est-ce que pas un regard particulier que tu as supposé porter sur la question de tourisme? Alors ça que fait me dire ça, c'est parce que je me songeais, fin des années 80, Jacques Mel, écoutez, tu as gagné des autobus 4 à 5 par jour qui rentré Jacques Mel, Haïti Tourama, ça me l'impression de disparaître, qui était contre porter touristes à Jacques Mel. Bateau croisière, qu'on a passé Jacques Mel chaque année. Mais je dis, nous avons Haïti qui, je connais sacrété de Haïtien là, l'État demandé, est-ce que le demandé en pile, est-ce que le besoin en pile pour permettre que l'industrie touristique là reparaisse? On parle avec un monde qui est capable de dire immédiatement, Haïti produit un plan directeur tourisme depuis 2006. Donc c'est plan que nous là. Plan directeur tourisme, ça c'est un élément qui débouchait déjà sur une vingtaine de projets étudiés en détail pour être exécutés. Long un circuit fondamental de à peu près une centaine de projets. Maintenant, comme c'est un pays de perpétuel recommencement, on a fait un plan directeur tourisme attaché à l'aménagement du territoire. 4 régions ont été étudiées totalement en détail. On a voulu faire de Jacques Mel une destination touristique. On a construit un aéroport. Mais quand il y a une discussion, est-ce que l'aéroport est international ou bien pas international, sous rubrique que pas une longueur de piste. Alors que ça qui fait que un aéroport international, c'est quel type de service qu'on est capable d'offrir à avion qui a volé devant la Gaïwa. Puis, qu'il me faut pour tout, ma toi apprendre une fois pour toutes. Moi apprendre que ça fait que tu as l'argent que tu as pas débloqué pour ça. Alors, je quitte au Cap un petit moment, je vais retourner sur le Cap tout à l'heure. Et tu as l'argent que tu prévois pour une construction aéroport Jacques Mel. Il t'a même dit que pour dédommager des gens. Mais il a avancé un prétexte de monde Cap Rouge là qui exactement en face à l'aéroport, avion, gros avion, pas capable de voler là-dedans. Ça n'a pas gagné aucune
valeur vraiment technique? Dans la réalité, ça n'a pas aucune valeur technique, puisque Jean Pisla est là, Pisla s'est servi par rapport à mon nom. Maintenant, ou bien doit vouloir qu'on a gagné une piste qui est beaucoup plus longue pour pouvoir recevoir des transatlantiques ou bien recevoir de grands porteurs, parce que dans le tourisme, ce sont les grands porteurs qui baillent. Mais maintenant, agrandir piste là par un problème fondamental, un seul bagaille. Jean que piste là fait aujourd'hui, limité, si je ne me trompe, je dirais au sud, et par une route. Et c'est cette route qui relie Jacmel à toute zone est. Oui, bon, de même temps, de ne pas passer route là, derrière la caille moyen, parce que je barre trop loin. Voilà. Donc, à un certain moment donné, il a bifurqué. Je t'ai joué avec l'idée de faire bifurquer. Parce que nous pas poser problème là, on l'a déjà. Vous connaissez que il y a des pistes dans l'aéroport Kennedy et La Guardia qui traversaient highway. Donc, que mon n'entre pas en balle, ou passe pas en balle. Mais il n'y a pas tenu un système de sécurité qui vient faire que ou pas foutu attaquer. OK. OK, bon, merci pour la réponse là. Donc, ça, c'est ton prétexte qui fait l'aéroport pas construit, si bien comprendre. Maintenant. Construit fonctionnel. OK. Dans cette discussion que tu as gagnée tout à l'heure, et avant de passer dans le micro, où tu as rappelé que tu travailles pour Leslie Voltaire. Leslie Voltaire. Tu fait. Avec présence, monsieur, dans CPTA, est-ce qu'on croit que le tourisme, l'industrie, a chance pour relever? Là, nous considérons ça ou dire que monsieur était fait dans la construction de plans tourisme pour Haïti? L'homme parlait de mariage et tourisme-culture, je ne pas foutu pas parler de deux mondes bien précis. Leslie Voltaire et Albert Mangonès. 1978, Albert Mangonès va créer l'ISPAN avec une équipe de jeunes professionnels, moyenne d'âge 25 ans. Leslie Voltaire lui-même était rentré dans l'Office national du tourisme et a été le premier directeur de l'inventaire des monuments historiques et des villes historiques et des produits culturels. Pour qui ça? Parce que c'est ça qui va permettre de définir le produit touristique qui va être dans l'offre touristique d'Haïti. Or, Leslie a toujours été un architecte. Donc, l'aborder toute question en architecte. C'est quand pour moi-même, dans le ministère du Tourisme, m'aborder en tant qu'architecte. Et qui fait que je suis sorti avec un plan directeur touriste qui c'est une ligne de développement. Maintenant, Leslie va monter au Palais national à un certain moment donné un bureau d'études attaché directement à la présidence. Une tradition historique, puisque c'est ça que Vincent Tefeto. Et pour étudier les villes historiques, étudier les systèmes de drainage, le maillage routier, et les aéroports, toute une équipe d'études qui permettent de définir l'offre touristique d'Haïti. Donc, en ce qui me concerne, la présence de Leslie dans la CPTA, bon, on espoir que non seulement que le tourisme prend une push, mais beaucoup plus important, les projets de ce qu'on aurait pu appeler les grands projets de refondation de la nation, l'en main et au monde qui a réfléchi sur ça depuis au moins 40 ans. Mon ancien ministre qui dit moi ça, tourisme pas jamais relancer tout autant affaires touristes, pas affaires tout le monde. Vous d'accord? Très bien. Vous d'accord avec ça le dire? Monsieur, d'après moi, il faut rentrer dans le cabinet technique là rapidement. C'est vrai. OK. Qui ça fait que nous avons l'impression en Haïti, contrairement à l'autre pays, l'histoire, c'est une catégorie de monde que les intéressés, il n'est pas intéressé tout le monde. Je vais illustrer ça, Abdoula. Bon, bien que les choses ont changé, par exemple, sur le Taïwan, on est là, on voit que statut, comment c'est encore Tchangachek. Tchankachek, exactement. Même véhicule, monsieur, dès qu'on roulait, il est exposé au côté, et puis il y a balle honneur chaque jour. En Haïti, nous-mêmes, nous entrons, nous déchouquer marron inconnu, nous couper pont etio, statue, nous voler IP. On n'a pas l'impression comme si que Mounio respectait
monuments ça yo qui fait partie de patrimoine. Là tout est-ce que quoi son politique? Je pense que moi-même le gain pour avec 2-3 bagages. Un premier aspect de la question c'est mentalité haïtienne. Oui. Deuxième aspect de question c'est racine culturelle pays. Que nous voulons, que nous pas voulons, son pays qui a 2 types de formatage. Un formatage eurocentrique, formé à la française, à l'américaine, à l'anglaise, et avec maintenant des valeurs bien précises et qui définit des modalités de fonctionnement. Mais nous gagnons tout un formatage indigène qui lui-même appuyé sur 2 ressources culturelles, une ressource africaine avec une ressource précolombienne. Maintenant, qui gagne une autre manière d'appréhender et territoire là et culture. Je prends pour cas. Et les Haïtiens ont construit des forts, au moins 20 forts sur les montagnes les plus élevées du pays. Chaque côté a un tête monde qui est un fort. Et toutes les villes côtières d'Haïti ont des forts de côte. Haïti n'a pas de moyens pour l'occuper toute force. Mais je parie pour parier que l'embran entrer dans certaines forces, le peuple a appréhendé fort et fait de lui un siège religieux. C'est là que fait cérémonie vaudou. C'est là que loi descend. C'est là que pèlerinage fait. Par exemple, jeudi saint au Cap Haïtien et à la citadelle, nous recevons jusqu'à 10 000 visiteurs émanant de tout le pays, à pied. Donc, la notion que Haïtiens n'ont pas absorbé. Donc, ils transformé, vous voulez dire, ils appréhendé dans leur manière. Bon exemple de qui ça qu'on a parlé. Et il n'y a pas de description officielle de la citadelle aujourd'hui, parce que l'État pour qu'on sorte un document sur ça. C'est-à-dire qu'il officialisait l'histoire de construction, histoire de comment il était arrivé là. D'où la question Citadelle Henri par rapport à Citadelle La Ferrière. Maintenant, soit monter Citadelle demain matin, on prend le cheval pour monter Citadelle, ou prend le guide qui va accompagner. Guide là, Jean va le présenter au Citadelle. Et Jean va le présenter au Citadelle là, c'est en fonction de connaissances générales de la population, avec tous les mythes que cela comporte. Et maintenant, dans tous les pays du monde, où il y a une interprétation mythique ça, qui est préservée, mais en même temps, où il y a une interprétation officielle par l'État qui dit, mais pour moi, Citadelle là, c'est bâti. 2, mais combien de canons qu'il a dans, mais côté canon est sorti, mais qui technologique est utilisé, de manière à ce que le visiteur, lorsqu'il sortit, lui imprégné des 2 interprétations culturelles. Où est-ce que vous faites travailler ça, coordonner les témoignages des guides, pour voir si au concordant, par exemple? Pas de manière scientifique, mais bon exemple. On a parlé de canon. Oui. Dans l'imaginaire de Monocap et de Milo, le canon était relé Maman Pemba. Et Maman Pemba, c'était le plus gros canon qui existait dans la citadelle là. Et le Christophe, à la suite de la foudre qui était tombée sur l'arsenal, donc qui était explosé et qui était mis du feu dans la citadelle là, monsieur Mauvais, monsieur prend Maman Pemba, il mettait Pemba tête en l'air, et monsieur dit... Bon, tu déclares la guerre. Oui, si vous me déclarez la guerre, je me paraît pour m'avoir. Bon, dans l'imaginaire haïtien, voilà que monsieur fait tirer canon, mais au lieu que ces boulettes là qui sortent, c'est canon quand il en battait, et dans l'imaginaire du Nord, de temps en temps, canon a reparaît ton côté. Maintenant, il y a 2 manières d'aborder la question. On peut se servir de cet imaginaire pour propager la notion du respect de l'artillerie de la citadelle. OK. Ou bien, ou bien doit qu'on y là. Alors, ça, ce question, c'est que, je dis, moi, j'ai chance de tomber sous tel guide. Oui. Demain, sur l'autre. La bonne version différente. La bonne version, mais peut-être une version édulcorée de une base. Oui, une certaine réalité qui semblait, mais pas réalité absolue, pas dans tout témoignage. Non. OK. Est-ce que le monde qui a utilisé cheval, est-ce que l'industrie n'a pas pour un coup avec motocyclette? Non, on arrive beaucoup plus loin dans la question.
À l'époque que nous gagnions, nous avons recevoir 300 visiteurs dans la citadelle, émanant de bateaux et compagnie. Et ça te fait à peu près 1200 personnes en bas, dans Choiseul, qui vivent. Parce que pour chaque cheval, il y a une qui a les têtes de cheval là, une qui a poussé cheval là, plus il y a un guide là. Ça fait à peu près 3 ou 4 personnes par cheval. Okay. C'est un fait. C'était ça le mode de transport. Maintenant, mais ben, elle a évolué. Quand je suis capable de faire ça avec 300 visiteurs, à partir du moment où il y a 500 visiteurs, ce n'est plus possible. Donc, on a construit une route qui relie Choiseul à la citadelle avec une capacité éventuelle d'être motorisée. Il y en a un pour l'autre bail qui est beaucoup plus immédiat aujourd'hui. On reçoit à peu près 700 000 et à peu près 1 million de visiteurs à l'Abadie. L'Abadie a besoin de citadelle destination de l'Abadie. Parce que l'Abadie, en tant que site, n'est pas capable d'absorber 1 million d'individus, mais est capable d'absorber 700 000. Donc, il paraît pour le voyer 300 000 personnes qui arrivent à l'Abadie à 2 destinations. Une destination centre-ville historique du Cap-Haïtien, qui est tout près, ou une destination citadelle. Est-ce qu'on a des nouvelles ça qui fait quoi que République dominicaine pas jamais présenté l'Abadie comme un espace, son site en Haïti, et même la citadelle? Est-ce qu'on entend des bagages? Non, je ne suis pas concerné, puisque dans la réalité, beaucoup de gens entendent les Haïtiens dire que Santo Domingo c'est ville. Donc, chaque monde débrouille par eux, fait par eux. Okay. Et Brimstone Hill, dans Saint-Kitts, son citadelle éclatée, aussi importante que citadelle Henria, mais moins présent du point de vue historique. Moins imposant aussi. Moins imposant. Ils géré à faire correctement. Je ne suis pas concerné par ce que Dominique a dit sur Brimstone Hill. Non, ça n'a pas même entré. Ça pas même entré dans... L'heure pratiquement arrivé pour nous aller même dans une dernière question. En plus de ça que fait là, hier, moun que a arrêté, est-ce que il y a l'autre bagaille qui doit faire, mais qui peut le faire pour te permettre que nous entrions nous arriver à récupérer pièces? Le premier bagaille qu'il y a pour faire, c'est qu'il faut nous poser question de gestion parc national historique là, et de manière cohérente, de manière sérieuse. Nous parlons pour nous quitter le perdu. Non. Par rapport à pièce là, non. Et deuxième bail là, c'est ça que ISPAP fait avec Interpol, c'est ça que ISPAP fait avec suivi de enquête là. Sous dit que bon ISPAP Nord qui dit que le connaît que quand on est rentré dans le bateau, sous comme ça, bam non bateau le que était rentré dans le bateau une filière pour que qu'on y là capable joindre document, il pas capable rester en l'air comme ça que tout à coup décider que le non bateau. Même je dis parole ça parler longtemps. Même s'il a parlé longtemps que qu'on y a débouché sur une parole scientifique, il pas capable rester une parole en l'air traditionnelle. Puis ça, est-ce que vous pensez que la justice exploite? Je pense que Gombaga a fait sérieusement au niveau d'enquête sur 12 personnes qui ont arrêté. Un questionnement rigide et sérieux qu'a fait, qui est capable de se déboucher sur commencement piste. Vous dites que c'est 12 personnes qui ont arrêté? 12 personnes. Et qui est-ce qui a protégé Citadelle la première? Le directeur régional nord de l'ISPAN fait me connaître que les détachés un contingent de sécurité et d'entretien de palais sans souci à la Citadelle en attendant que 12 personnes ils screené et puis qu'ils retournent dans la place. Vous dites nous tout à l'heure, vous avez 50 ans depuis notre travail dans la Citadelle là. Moi-même, j'ai 50 ans, moi ça. Depuis que vous travaillez là-dedans. C'est que c'est la première fois qu'on va comme ça fait. C'est la première fois que nous perdons un objet de valeur à l'intérieur de la Citadelle là. Qui, d'après vous-même, qui ça t'a favorisé ou facilité la disparition? Je pense que l'incapacité nous deviner avec une structure de gestion cohérente. Bon exemple frappant de qui ça que m'a parlé. L'homme fait que monter Citadelle en 1974, c'était la médaille qui a gagné un sergent dans la barrière, dans la porte là. Et aujourd'hui, c'est strictement civil. À un certain moment donné, il faudrait réfléchir sérieusement sur l'autre pays. L'armée devrait avoir un garde d'honneur dont le job c'est de sécuriser le patrimoine bâti historique haïtien.
à commencer par le palais national, arriver sur différents palais, arriver sur différents forts. Une étude même qui était faite, côté que nous avons proposé sur les montagnes les plus élevées, les fortifications, de faire que force à eux viennent gagner en fonction de développement. Puisque force à eux sont enceintes sécurisées, ils ont un habitat là-dedans, ils ont un réservoir là-dedans. Ils sont sous tête monde là. Si on remet toute base sous pied, on doit avoir une base pour qu'on ait là un programme de reforestation. On doit avoir une base pour un programme d'agriculture. Donc, il faut que maintenant on réussisse à intégrer ce patrimoine bâti historique dans le programme de développement du pays, à travers un mariage culture-tourisme. Comment faire un complot pour ça réussir? Un complot de monde de bien. Yeah. Il commence aujourd'hui là. Merci un peu. Au plaisir de vous me Au plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre Patrick Delatour était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous, madame, monsieur. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.